C'est bon. Bonjour, cher maître. Donc, je suis honorée de présenter mon travail portant sur l'ictère cholestatique chez le nourrisson et l'enfant devant votre assistance. Au cours de cette présentation, je vais partager l'expérience de notre service d'hépatogastrologie pédiatrique de Casablanca. Alors, l'ictère cholestatique est une pathologie courante en pédiatrie. Il faut noter que toute cholestase qui dépasse 10 à 15 jours est toujours pathologique. Et ces étiologies forment un groupe très hétérogène, dominé essentiellement par l'atrésie des voies biliaires, dont le pronostic dépend du délai diagnostique. Alors, le syndrome cholestatique chez l'enfant est caractérisé par une clinique qui est définie par la coloration jaunâtre de la peau et des téguments, par des selles qui sont partiellement ou totalement décolorées et par des urines qui sont foncées, et puis par une cholestase biologique. Donc, dans la bilirubine conjuguée domine le bilan avec des phosphatases alcalines et des gamma-GT qui sont élevés. L'objectif de notre travail est d'établir le profil étiologique de l'ictère cholestatique ainsi que l'aspect thérapeutique et évolutif de cette pathologie. Nous avons mené une étude rétrospective au service de pédiatrie 3 sur une période d'âge de 7 ans. En ce qui concerne nos résultats, l'âge moyen était de 19 mois avec un sexe masculin prédominant chez 59,7% des cas. Et on note que l'âge de début des symptômes était de 28 jours, plus ou moins 10 jours. Le délai entre l'apparition des symptômes et la première consultation sillonnait entre 3 jours et 8 mois, ce qui est très important, avec une moyenne d'âge de 4 mois et 5 jours. Et la révélation clinique était dominée par un ictère qui était présent chez tous nos malades. La cholestase, elle se présentait sous différentes formes. On note que 77% de nos malades avaient une cholestase totale, tandis que seulement 28 avaient une cholestase partielle. Le syndrome hémorragique était révélateur chez 9 malades, témoignant d'une insuffisance hépatocellulaire sévère. Et la cirrhose était présente chez 11 malades au moment du diagnostic. Nous avons réalisé un bilan biologique qui a objectivé une prédominance de la bilirubine conjuguée avec une moyenne de 80, des gamma-GT phosphatases alcalines qui étaient élevées et puis un TP effondré chez 15,2% de nos malades. Les étiologies étaient dominées essentiellement par l'atrésie des voies biliaires. Nous avons noté d'autres pathologies, notamment le syndrome d'Alagille, la cholestase familiale intrahépatique. On a noté aussi une hépatite A, des maladies de surcharge telles que la maladie de Gaucher, et puis une hépatite auto-immune révélée par un ictère cholestatique. Alors sur ce tableau, nous avons illustré les différentes étiologies que nous avons objectivées chez nos malades, avec leur effectif, le traitement et l'évolution de chaque entité. On note que l'atrésie des voies biliaires était l'étiologie qui dominait les causes extra- et intrahépatiques, avec un effectif de 32 malades. Ils ont bénéficié de l'intervention de Casaï. Ils ont été supplémentés en vitamine A, D, E, K et ils ont reçu l'acide ursodésoxycholique. Nous avons déploré 5 décès, 13 cirrhoses et 4 malades ont été perdus de vue. En ce qui concerne la cholestase intrahépatique, nous avons noté différentes pathologies, entre la cholestase intrafamiliale progressive qu'on a pu objectiver chez un seul malade par un bilan génétique. Ils ont reçu une supplémentation vitaminique, mais malheureusement, ils ont évolué vers une cirrhose. Nous avons aussi une hépatite auto-immune chez 15% de nos malades, qui sont sous traitement corticothérapie immunosuppresseur en rémission, et puis maladies de surcharge telles que la maladie de Gaucher, qui sont sous enzymothérapie et puis qu'on suit toujours et qui sont plus ou moins stables. En ce qui concerne la cholestase extrahépatique, grâce à l'échographie, nous avons pu élucider un kyste du cholédoque et une lithase des voies biliaires, et puis la cholangiographie a pu objectiver, cholangio-IRM a objectivé un rhabdomyosarcome des voies biliaires chez un seul cas qui a bénéficié d'une chirurgie et puis qui a été mis sous chimiothérapie et maintenant actuellement il est stable. Alors, en ce qui concerne nos résultats, on a pu les comparer avec des études qui ont été réalisées à Fès et au Mali. L'âge moyen de consultation se rapprochait des autres études. On note que la nôtre était de 4 mois et 5 jours, celle à Fès était de 4 mois et 10 jours, avec un âge de début des symptômes qui n'était pas très différent. Par contre, au Mali, on note que l'âge moyen de consultation était plus élevé.
Alors pour les étiologies, donc l'atrésie des voies biliaires est toujours la pathologie prédominante dans notre série et dans les séries qu'on a pu comparer avec la nôtre. Donc nous avions 45,5% d'atrésie des voies biliaires. Malheureusement, on n'a pas pu déterminer des étiologies chez 21% de nos malades. Et au Mali, donc les étiologies indéterminées étaient prédominantes. Alors, en ce qui concerne le traitement est effectué chez 84,3% de nos malades atrésiques. Il a été effectué chez 9,52% de la série du Mali, après hospitalisation au service de chirurgie pédiatrique. Notre résultat est proche de l'étude réalisée à Fès. Et puis, l'évolution globale des patients a été marquée par le décès de 15,6% des patients, ce qui est nettement inférieur à la série réalisée à Fès et au Mali. Alors, d'après cette analyse, on confirme que l'hypothèse du délai diagnostique qui est important, conditionne l'évolution de nos malades. Pour conclure, il est essentiel de reconnaître très rapidement la nature cholestatique d'un ictère chez un nourrisson et de préciser sa cause. Donc, la crainte est de méconnaître une atrésie des voies biliaires qui doit donc rester constamment à l'esprit. Et puis, son identification précoce doit permettre une intervention corrective avant le 45e jour. Et puis ici, nous avons illustré une carte colorimétrique des selles qu'on pourra éventuellement inclure dans le carnet de santé pour pouvoir prévenir cet ictère et cette prise en charge qui est tardive, en expliquant aux parents et aux mamans l'intérêt de détecter la cholestase qui se manifeste essentiellement par la décoloration des selles pour pouvoir éviter cette évolution qui est plus ou moins soit cirrhotique ou mortelle chez nos malades et pour avoir une bonne prise en charge et à temps. Merci. Honorable jury, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter un résumé de mon travail intitulé « Neurolupus en pédiatrie à propos de Zika ». Pour cela, on va adopter le plan suivant. Après une brève introduction, on passera en revue des matériels et méthodes, on exposera les résultats obtenus, les discuter à la lumière des données de la littérature avant de conclure. En guise d'introduction, le lupus érythémateux disséminé est une maladie auto-immune multisystémique d'origine plurifactorielle, secondaire à des facteurs génétiques, immunologiques et environnementaux. L'atteinte neurologique est polymorphe et peut simuler tout type d'atteinte neurologique et psychiatrique. Cette dernière doit être sur un lupus qui est actif sur le plan immunologique et peut être bien sûr associée à des atteintes viscérales graves, notamment rénales. Nos objectifs se déclinent ainsi. Premièrement, c'est de décrire l'atteinte neuropsychiatrique au cours d'un lupus chez l'enfant observé au service de pédiatrie P et de déterminer les différents aspects cliniques, paracliniques et thérapeutiques. Afin d'atteindre nos objectifs, nous avons mené une étude rétrospective à propos de 6 cas de neurolupus suivis au service de pédiatrie P de l'hôpital mère-enfant du CHU Mohamed VI de Marrakech, ayant comme critère d'inclusion tout patient suivi pour lupus et ayant développé un neurolupus révélé ou pas par cette atteinte. Nos résultats étaient ainsi. L'âge moyen de nos patients tous nos patients étaient de sexe féminin, avec un âge moyen de 11,8 ans, avec des extrêmes d'âge entre 11 et 14 ans. Le mode de révélation clinique était surtout une fièvre prolongée et des polyarthralgies articulaires dans 100% des cas, avec une moyenne d'ACR 2019 calculée à 21,5, avec des extrêmes bien sûr de 15 à 29. Le neurolupus a fait suite au... Le neurolupus a fait suite à
a fait suite au lupus érythématodisséminé dans 5 cas avec un intervalle de 40,8 mois en moyenne, alors que la déclaration concomitante était présente dans un seul cas. L'atteinte neurologique était centrale. Dans 80% des cas, dans les céphalées chroniques et les psychoses présentaient la majorité des cas, soit 33% chacune, et les manifestations périphériques présentaient 20% des cas, avec un cas de syndrome parkinsonien. L'IRM cérébrale était l'examen de choix pour explorer cette atteinte. Elle avait révélé une atteinte de la substance blanche dans 83% des cas, associée à un thrombophlébite cérébral dans un cas. L'IRM cérébrale était normale dans un seul cas. À propos des atteintes de la substance blanche, c'était principalement une démyélinisation chez 5 patients dans 83% des cas, associée à l'atrophie cérébrale qui était retrouvée chez 2 patients et un cas de thrombophlébite cérébral. Biologiquement parlant, l'anomalie à l'hémogramme était présente chez 100% des cas, avec la positivité de l'anticorps antinucléaire était positive chez 100% des cas, l'hypocomplémentémie était présente chez 83% des cas, avec l'anticorps anti-DNA chez 3 cas. On a aussi insisté sur la présence de l'anticorps anti-ribosome chez un seul cas, mais ce n'est pas par la positivité de ce cas, mais il a été réalisé juste chez ce cas. Le traitement était basé sur la corticothérapie systémique associée à des bolus de cyclophosphamide dans la totalité des cas, alors que le rituximab était prescrit dans 2 cas. Un cas avait nécessité le recours à la plasmaphérèse et un cas était traité par immunoglobuline et le traitement anticoagulant était instauré chez un seul cas. L'évolution était marquée par une amélioration dans 2 cas, une stabilisation chez 2 cas, avec une aggravation chez 2 cas. Et on implore 2 décès, chez qui le premier était dans un tableau de défaillance multiviscérale dans le cadre de l'activité de sa maladie, et le deuxième dans le tableau d'un choc septique. Alors, pour discuter, le lupus pédiatrique, comme on vient de citer, est une des maladies auto-immunes les plus fréquentes de l'enfant et les plus sévères que chez l'adulte. Et bien sûr, le début est le plus souvent chez l'adolescent, mais bien sûr, ça peut concerner également le jeune enfant, d'où la nécessité de recherche des anomalies génétiques associées. Concernant l'association du College of Rheumatology, qui a été basée sur les manifestations centrales et manifestations neurologiques périphériques qui pouvant être attribuées au neurolupus. Selon l'étude de Badr-Muni, les arthrites, l'éruption cutanée et l'atteinte rénale étaient les atteintes les plus fréquentes de la forme pédiatrique. L'atteinte neurologique ne représentait que 17% des cas. Selon Harel, l'atteinte du système nerveux périphérique survient dans 5 à 15% des patients pédiatriques et consiste en une mononéphrite ou des polynéphrites. Les céphalées sont particulièrement difficiles d'interprétation. Elles peuvent correspondre à une migraine ou révéler des complications graves telles qu'une méningite, une vascularite et du thrombose du sinus veineux cérébral. Sachant que les manifestations psychiatriques sont variées et trompeuses chez les adolescents, avec les troubles cognitifs, la dépression et les troubles de comportement et de personnalité sont les plus fréquents. Sachant que 5 à 10% des enfants avec le lupus développent une psychose faite principalement d'hallucinations visuelles auditives. Dans notre étude, les céphalées et les psychoses étaient les manifestations les plus fréquentes, ce qui rejoint l'étude de Badr-Murner. L'imagerie par résonance magnétique dans l'atteinte neurologique du lupus a permis de détecter multiples anomalies comme la démyélinisation de la substance blanche qui peut être isolée ou associée à d'autres atteintes, notamment l'atrophie cérébrale ou la thrombophlébite cérébrale. Pour conclure,
Les manifestations neurologiques centrales et psychiatriques du lupus sont hétérogènes et parfois difficiles à diagnostiquer. L'atteinte neurologique reste moins fréquente, mais constitue une cause majeure de morbidité et de mortalité chez les enfants atteints de lupus. La sévérité du lupus pédiatrique impose un diagnostic et un traitement précoce. Ce traitement repose sur une prise en charge qui est pluridisciplinaire, qui doit bien sûr prendre en considération le développement et la croissance de l'enfant. Et je vous remercie. Donc, cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter un aperçu de cette étude sur les difficultés de prise en charge de la mycoviscidose au Maroc. Donc, la mycoviscidose est une maladie génétique autosomique récessive due à une mutation du gène CFTR localisé sur le chromosome 7, ce qui entraîne une anomalie de régulation du flux hydroélectrolytique des membranes des muqueuses glandulaires. Donc, c'est une atteinte multiviscérale, notamment pulmonaire, digestive, hépatique, ORL, endocrinienne, de reproduction, etc. C'est une maladie rare, sous-diagnostiquée au Maroc. Le diagnostic est souvent méconnu et tardif. La prise en charge est très difficile car de nombreux médicaments ne sont pas disponibles au Maroc. L'objectif de cette étude est de décrire les aspects cliniques, paracliniques et évolutifs des patients atteints de mycoviscidose et de soulever les difficultés rencontrées pour la confirmation du diagnostic et la prise en charge thérapeutique au Maroc. Donc, c'est une étude rétrospective sur 13 ans, de janvier 2010 à mars 2023. On a inclus les patients dont le diagnostic de mycoviscidose est confirmé par une symptomatologie évocatrice respiratoire et un test de la sueur positif. 11 cas ont été colligés, l'âge variait entre 1 mois et 12 ans, avec une moyenne de 21 mois et une prédominance masculine. 5 cas avaient une consanguinité parentale et 4 cas avaient un décès dans la fratrie. Donc, les symptômes étaient dominés par les signes respiratoires. La toux chronique était retrouvée chez 4 cas, l'encombrement bronchique chez 6 cas, les infections respiratoires et répétitions chez 8 cas, les sifflements récurrents chez 5 cas. Pour la symptomatologie digestive, la diarrhée chronique était retrouvée chez 6 cas, diarrhée graisseuse chez 4 cas, les douleurs abdominales récurrentes chez un seul cas. Les autres manifestations cliniques étaient représentées par un retard staturopondéral chez 6 cas, stagnation pantérale chez un seul cas, déshydratation aiguë chez 2 cas et hypoglycémisme digital chez 7 cas. Donc, je vous présente le cas de Ilyes qui est âgé de 4 ans. Donc, atteint de mycoviscidose. Il avait des infections respiratoires à répétition depuis la première année de vie, un encombrement bronchique persistant et des diarrhées graisseuses. Sa radiothorax, objectif des foyers du lobe moyen inférieur et inférieur droit et un syndrome bronchique. Quant à la TDM thoracique, objectif une bronchopneumopathie bilatérale associée à des foyers de dilatation de bronches cylindriques et bilatérales. Le deuxième cas est celui de Yahya, qui est âgé de 16 mois, qui présentait des sifflements récurrents, un encombrement bronchique persistant, hypotrophie et diarrhée graisseuse, traité initialement comme asthme du nourrisson et allergie aux protéines du lait de vache. Sa radiothorax, objectif des foyers alvéolaires diffus et atelectasie du lobe inférieur gauche, et au scanner thoracique, il a des dilatations de bronches kystiques lobaires inférieures et gauche. Le troisième cas est celui de Doha, âgé de 3 ans, ayant des infections respiratoires à répétition, encombrement bronchique persistant et diarrhée chronique. Sa radiothorax montre des foyers du lobe moyen droit et lobe inférieur gauche, et la TDM thoracique objectif des DDB bilatérales des lobes supérieurs et inférieurs. Sur le plan paraclinique, le test de la sueur était positif chez 11 cas. Le bilan hydroélectrolytique a objectivé une hypochlorémie chez 1 cas, cytolyse hépatique chez 1 cas, le dosage des vitamines A, D, E et K ainsi que l'élastase fécale était diminué chez 1 cas. Donc, la recherche d'une colonisation infectieuse se fait par un examen cytobactériologique des crachats trimestriels. Le Pseudomonas aeruginosa a été isolé chez 8 cas, le Staphylococcus aureus chez 7 cas, l'Escherichia coli chez 1 cas et l'Aspergillus a été retrouvé chez 2 cas. Donc, dans le cadre d'un travail de recherche, des mutations génétiques ont été identifiées dans 3 cas. Donc, je vous présente l'EFR de la patiente Selma, qui est âgée de 12 ans, suivie pour mycoviscidose, compliquée de dilatation de bronches, qui a objectivé un trouble ventilatoire obstructif sévère avec un VES à 25%, avec une petite amélioration du VUMS sous salbutamol. Et ceci justifie sa mise sous traitement au long cours par corticoïdes inhalés et salmétérol.
Sur le plan thérapeutique, la prise en charge repose sur une antibiothérapie parentérale adaptée à l'antibiogramme, une antibiothérapie en nébulisation par colibicine et tobramycine, azithromycine 3 jours par semaine au long cours, une kinésithérapie respiratoire biquotidienne, des extraits pancréatiques, des suppléments vitaminiques par les vitamines A, D, E et K, vaccination anti-grippe et anti-pneumocoque annuelle et corticoïdes inhalés au long cours en fonction des résultats de l'EFR. Donc, pour discuter, l'évolution fut marquée par l'apparition d'une insuffisance respiratoire chronique chez 7 cas. À la gazométrie, il avait une baisse de la PaE2. Ils ont été mis sous oxygène à domicile. Une stéatose hépatique a été apparue chez un cas, lithiase biliaire chez un cas, cirrhose hépatique avec ictère et acide chez un seul cas. On a déploré 3 décès, 2 à domicile et 1 à l'hôpital. Un nourrisson âgé de 1 mois avait une déshydratation sur diarrhée aiguë et infection respiratoire et répétition. Nourrisson âgé de 3 mois qui avait des infections respiratoires et répétition. Et un enfant décédé par cirrhose hépatique. Donc, la mucoviscidose reste la plus fréquente des maladies autosomiques récessives graves. Son incidence est de 1 sur 1800 à 1 sur 4500 dans les pays européens et 1 sur 2500 naissances en France. Au Maghreb, la fréquence réelle est méconnue, une centaine de cas est connue. Donc, idéalement, le dépistage de la mucoviscidose doit être fait à la naissance. Sinon fait, elle peut se manifester par une déshydratation aiguë, un iléus méconial ou une atrésie intestinale. Donc, à tout âge, si le diagnostic est fait tardivement, on peut avoir une toux chronique productive, des infections respiratoires à répétition, diarrhée graisseuse, douleur abdominale, carence en vitamines liposolubles, etc. Chez l'enfant ou l'adolescent, l'atteinte respiratoire peut se manifester par des pneumonies, des bronchectasies, prolapsus rectal, invagination, pancréatite aiguë ou compliqué de cardiomyopathie, diabète insuline dépendant, etc. Donc, la confirmation du diagnostic se fait par 2 tests de la sueur, considérés positifs si la concentration du chlore est supérieure à 60 mmol par litre, donc il reste un examen de référence, et ou par l'étude génétique en biologie moléculaire à la recherche de mutation du gène TFR. Les examens cytobactériologiques des crachats doivent être faits avant toute antibiothérapie lors des exacerbations, avec un examen mycologique des crachats et sérologie aspergillaire à la recherche d'une colonisation infectieuse. La radiographie thoracique doit être réalisée au moins 1 fois par an. Donc, le scanner thoracique permet de dépister la survenue de DDB. L'EFR avec test de réversibilité au bronchodilatateur à la recherche de troubles ventilatoires obstructifs et ou restrictifs ou une atteinte mixte dans les formes évoluées. D'où l'intérêt dans ce cas du salbutamol lors des exacerbations et du traitement de fond par corticoïdes inhalés ou corticoïdes inhalés associés à des bronchodilatateurs de longue durée d'action. La prise en charge thérapeutique repose sur une antibiothérapie par voie orale, inhalée ou intraveineuse, adaptée en fonction du germe isolé dans le CBC, kinésithérapie respiratoire en respectant les règles d'hygiène, aérosol thérapie et traitement inhalé, comme les aérosols mycolytiques comme la RDNase qui ne sont pas disponibles au Maroc, les antibiotiques inhalés comme la tobramycine et la colibicine, les corticoïdes inhalés indiqués en cas d'hyperréactivité bronchique, l'azithromycine pour son effet anti-inflammatoire et la nouvelle thérapie, donc le Ketrio, qui a un effet modulateur des échanges hydroélectrolytiques qui améliore l'activité de la protéine CFTR défectueuse et améliore la qualité de vie des patients. Donc, la prise en charge nutritionnelle est étroitement corrélée à la fonction respiratoire, d'où l'intérêt des extraits pancréatiques, la supplémentation par les vitamines liposolubles et un régime hypercalorique. Une surveillance du périmètre crânien jusqu'à l'âge de 2 ans est essentielle, ainsi qu'une surveillance du poids, de la taille et de l'IMC jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, dans les pays en voie de développement, comme l'Algérie, la prise en charge de la mucoviscidose est difficile. Le diagnostic se fait tardivement avec des difficultés de réalisation du test de la sueur, la non-disponibilité de l'étude génétique, difficulté d'accès à la kinésithérapie et la non-disponibilité de certains médicaments. En Palestine, certains médicaments ne sont pas disponibles, la confirmation du diagnostic et l'accès aux soins restent problématiques, ainsi que la non-disponibilité du matériel des examens de routine, comme le FR et les examens cytobactériologiques des crachats. Au Maroc, le dépistage néonatal ne se fait qu'en privé. Le test de la sueur non disponible dans les hôpitaux est disponible et fiable dans très peu de laboratoires privés. Le diagnostic se fait tardivement, le plus souvent au stade de dilatation de branches. Les extraits pancréatiques ne sont pas disponibles. Certains antibiotiques nébulisés non disponibles, comme la tobramycine. Les mycolytiques, RDNase et les suppléments vitaminiques, comme la vitamine E orale non disponibles.
Donc, les nécessités d'hospitalisation le plus souvent pour des cures trimestrielles d'antibiotiques et les nouvelles molécules promoteuses non disponibles au Maroc. Donc, pour conclure, la mucoviscidose est une maladie rare et incurable, d'où l'intérêt du dépistage néonatal systématique pour améliorer l'espérance de vie. Donc, il est nécessaire de faire une surveillance trimestrielle, clinique, fonctionnelle, des paramètres nutritionnels et respiratoires et de faciliter l'accès aux médicaments. Donc, merci pour votre attention. Chers maîtres, chère audience, permettez-moi de vous présenter un bref résumé de notre travail, Dr Njoua Emad et moi-même, que nous avons effectué au niveau des services de pédiatrie au CHE de Marrakech, intitulé Un retour sur 14 ans d'hospitalisation de l'hépatite A de l'enfant au service de pédiatrie du CHE de Mohamed VI de Marrakech. Donc, avant de commencer, je tiens à préciser que nous n'avons aucun conflit d'intérêt. Donc, nous allons suivre le plan IMRA, donc commençons par une brève introduction, suivie d'une précision de notre population et méthode avant d'exposer le résultat, puis nous en discuterons à la lumière de la littérature avant de conclure. Donc, l'hépatite A est l'infection la plus répandue au monde, avec des risques de transmission variables selon les conditions sanitaires des pays, engendrant une morbidité élevée et une mortalité non négligeable, d'où l'intérêt d'une prévention, notamment grâce à la vaccination. L'objectif de ce travail est de décrire le profil épidémiologique, clinique, biologique des enfants hospitalisés pour une hépatite A et de révéler les facteurs associés à une hépatite A grave et fulminante. Donc, pour ce, nous avons conduit une étude descriptive analytique sur une période de 14 ans allant de 2008 à 2022 avec un petit p inférieur à 0,05, un chi-square test et un T+ colligeant, 165 enfants hospitalisés au service de pédiatrie A et B du CHE de Mohamed VI de Marrakech, n'incluant que les hépatites qui ont été confirmées par la sérologie. Donc, nos résultats étaient comme suit. Donc, la tranche d'âge la plus retrouvée était celle de 3 et 6 ans, avec une moyenne d'âge de 6,8 ans et un écartif de 3,4. L'hépatite touchait aussi bien les garçons que les filles sans une nette prédominance, avec un sexe ratio de 1,1. L'origine rurale constituait 25% de notre étude. L'origine urbaine était prédominante à 53%. Nous retrouvons surtout chez les enfants, nous retrouvons aussi des enfants d'un niveau socio-économique bas prédominant. La prise médicamenteuse chez la population était retrouvée chez 15% des patients, faite essentiellement de paracétamol. Des pathologies associées ont été retrouvées chez 19 patients, étaient essentiellement une paralysie cérébrale et une épilepsie, un retard psychomoteur. Un seul patient avait une cirrhose hépatique. Le motif de consultation le plus fréquent était l'ictère cutanéo-muqueux et les signes cliniques de cholestase ainsi qu'une asthénie et des vomissements, de la fièvre et des douleurs abdominales. L'examen clinique a permis d'objectiver un ictère dans la majorité des cas, une hépatomégalie et des signes hémorragiques faits essentiellement d'épistaxis et d'hématémèse avec des signes neurologiques retrouvés que chez 20 patients. Le bilan biologique a permis d'objectiver une cytolyse hépatique avec une moyenne de 40 fois la normale et des extrêmes allant de 2 à 190 fois la normale, une bilirubine à prédominance directe à 101 mg par litre. Le taux de prothrombine moyen était de 56% avec 112 cas ayant un TP entre 70 et 50% et 79 cas ayant un TP au-dessous de 50. L'hypoglycémie a été retrouvée chez 10 patients. Une écho abdominale a été demandée chez 54 patients, objectivant une hépatomégalie chez 40% des cas, 35% avaient une ascite et quelques cas présentaient une vésicule biliaire épaissie, 20% avaient une échographie avec un foie d'aspect normal. Pour l'évolution, le séjour en réanimation a été retrouvé chez 9 patients. 2 sont sortis contre avis médical, un transfert vers une autre structure et 11 ont été déclarés décédés avec un nombre de jours moyen avant le décès de 5,1 jours.
Donc, les facteurs associés à un TP bas étaient l'habitat avec un P à 0,017 et un syndrome œdémateux à 0,001 et une cytolyse majeure. Nous avons également révélé comme facteur la cytolyse majeure ainsi qu'un retard d'hospitalisation. Les facteurs associés à une hépatite grave étaient l'habitat avec un P à 0,022 et un syndrome œdémateux à 0,014. Ce dernier était également associé à une hépatite fulminante avec un P à 0,027, ainsi que des facteurs associés à une hépatite fulminante qui était l'âge bas avec un P à 0,01, une consultation tardive avec un P à 0,03 et un taux élevé de plaquettes avec un P à 0,001. Donc à présent, nous allons passer à la partie discussion. Donc pour l'hépatite A est une infection virale entérale causée par un virus à ARN simple brun de la famille des Picoronaviridae. Il n'existe qu'un seul type de sérotype d'hépatite A, mais la pathogénicité pourrait différer entre les génotypes du même virus. Le virus pénètre par des cellules de l'intestin et arrive au foie par la veine porte. Les lésions des hépatocytes sont causées par la réaction du système immunitaire et non par le virus lui-même. Le virus de l'hépatite A se transmet principalement par voie orofécale avec une période d'incubation variant entre 14 et 50 jours. Les premiers symptômes sont non spécifiques, qui sont le malaise, la fatigue, l'anorexie, les vomissements et les gènes abdominales et les diarrhées. Les symptômes qui augmentent significativement avec l'âge. Moins de 10% de malades seront symptomatiques à l'âge de moins de 5 ans. 50 à 75% des patients seront symptomatiques âgés de 10 à 15 ans et plus de 85% seront symptomatiques chez les patients âgés de plus de 18 ans. En cas de maladie symptomatique plus prononcée, des urines foncées, des selles pâles et une jaunisse peuvent être observées. La majorité des décès sont dus à une insuffisance hépatique fulminante et l'immunité induite par l'infection persiste à vie. L'hépatite est un problème de santé important à l'échelle mondiale. On estime qu'elle a causé en 2005, outre environ 200 millions d'infections subcliniques et oligosymptomatiques. Le projet Global Burden of Disease estime un chiffre beaucoup plus bas de 14 900 décès en 2013, soit une réduction de 40% depuis 1990. Les nourrissons sont protégés par les anticorps anti-hépatite A de la maman. Les enfants de moins de 5 ans sont la principale source d'infection et les niveaux d'endémicité de l'hépatite A sont définis sur la base de la séroprévalence. Elle est élevée chez les plus de 90% à l'âge de 10 ans, intermédiaire plus de 50% à l'âge de 15 ans, avec moins de 90% à l'âge de 10 ans, et faible chez plus de 50% à l'âge de 30 ans, avec moins de 50% à l'âge de 15 ans, et très faible à moins de 50% à l'âge de 30 ans. Alors que l'hépatite A avait commencé à disparaître en Europe du Nord et d'autres pays industrialisés après la Seconde Guerre mondiale, grâce à des normes d'hygiène élevées et les niveaux d'endémicité n'ont commencé à diminuer dans le monde qu'au cours des 3 dernières décennies. L'accès à l'eau potable et de meilleures conditions sanitaires sont les principales raisons de ce déclin mondial spontané. Parallèlement, la charge de morbidité a paradoxalement augmenté dans de nombreux endroits, vu les améliorations de l'hygiène et de l'accès de l'eau potable, qui ont remplacé le premier contact avec l'hépatite A. L'ictère reste le mode de révélation et le symptôme le plus fréquemment retrouvé, suivi par un syndrome de cholestase et une hépatomégalie et des vomissements ainsi qu'une anorexie. Les complications comprenaient le développement d'une hépatite récidivante, une cholestase prolongée, une insuffisance hépatique aiguë ou des comorbidités qui compliquaient les soins et le rétablissement. L'hépatite A récidivante a été définie chez tous les patients comme... Donc pour conclure, l'hépatite A est potentiellement grave chez les enfants compte tenu de la gravité des résultats cliniques et des coûts élevés associés à l'hospitalisation pour l'hépatite A. Il est important d'envisager l'introduction de la vaccination contre l'hépatite A
dans le programme national d'immunisation et l'éviction des morbidités et la mortalité future, ainsi que des dépenses de santé importantes dans le budget national de santé. Merci. Merci.